La crise de 2009 a rabattu les cartes en termes de commerce mondial. Au sortir de la crise, la plupart des pays émergents, notamment la Chine, ont subventionné énormément les exports, ce qui a conduit à un triplement du commerce à origine de l'Asie, alors que l'Europe était en perte de part de marché. Au final, on a transformé ce qu'on avait jadis comme route de la soie en route de la tablette. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question, alors que l'économie stagne, le commerce mondial reste la seule porte de salut, notamment pour le bassin européen, qui est particulièrement marqué par les politiques d'austérité. Et c'est vrai qu'on se demande quels sont les pays porteurs d'un nouveau potentiel de demande et quels sont les secteurs qui portent aussi ce nouveau potentiel de demande. Et là, on se rend compte que ce qui était la route des tablettes pendant les années 2000 deviendrait une route plutôt de la chimie ou de l'automobile dans les années 2010-2020. Une région comme l'Afrique, qui est quand même soumise à pas mal de barrières, notamment non tarifaires, donc des barrières logistiques, des barrières de coûts, du risque politique, a vu son commerce intra-régional exploser de plus de 400% en 10 ans. Donc on a une vraie émergence de blocs, on voit l'Amérique latine, on voit l'Asie émergente, l'ASEAN, on voit aussi l'Europe, 70% des exports dans la zone euro vont vers des pays de la zone euro, donc on voit ce commerce intra-zone se dessiner, mais on voit aussi des échanges sud-sud, on a vu le Brésil s'intéresser notamment aux échanges vers l'Afrique, on voit la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique augmenter de jour en jour, et donc c'est vrai qu'on a des nouvelles routes aussi qui se tissent loin du paradigme un peu d'antan où on avait les États-Unis et la zone euro qui restaient des points d'accumulation pour le commerce mondial. L'idée de maillage et non plus de route est une idée intéressante aussi lorsqu'on voit la multitude des échanges bilatéraux, l'émergence de zones de libre-échange et l'idée qu'au final, on a des marchés captifs, on a des marchés qui répondent à la loi de l'offre et de la demande. Si on regarde par exemple l'émergence des classes moyennes dans les gros pays émergents, on voit que la demande évolue au-delà de la nourriture et des médicaments, on voit une demande en biens semi-durables, on voit une demande en automobile. Donc c'est vrai qu'on a davantage de petites routes qui se tissent aussi entre pays qui développent des avantages comparatifs. Si on regarde au sein même de la zone euro, bel exemple de zone de libre-échange, on se rend compte qu'au final, on a davantage de routes qui se tissent entre les pays du Sud, entre l'Italie et l'Espagne, entre les pays du Nord, entre l'Allemagne qui va aller chercher la production en Pologne. Donc on a, c'est vrai, une multitude de mailles dans le commerce mondial, mais c'est vrai aussi que ce que l'on voit davantage, c'est la mise à mal de ces mailles, notamment les plus petites, par les pertes de compétitivité assez massives qu'ont connues les pays d'Europe du Nord notamment. On voit aussi des nouveaux pays émergés qui sont des nouveaux potentiels de demande en Afrique, le Nigeria, l'Angola, en Amérique latine, la Colombie, l'Argentine, qui sont des nouveaux potentiels de demande. On évalue les opportunités additionnelles de commerce extérieur vers les pays phares à plus de 630 milliards d'euros en 3 ans, ce qui représente à peu près le PIB de la Hollande. Donc si vous voulez, en plus des 15 milliards de dollars d'échanges internationaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a sur 5-6 secteurs porteurs un PIB hollandais à aller capter, notamment sur des secteurs pour lesquels l'Europe avançait est particulièrement bien positionnée parce qu'elle a le savoir-faire, elle a les compétences sociales, les compétences humaines et aussi les chaînes de production. Le frein principal, à mon avis, à horizon 5 ans, c'est celui du repli sur soi. On a vu qu'au sortir de la crise, la théorie économique, si vous voulez, du libre-échange et d'un bassin, d'un terrain de jeu qui devient le monde avec une plus grande croissance inclusive, moins de volatilité, a été particulièrement mise à mal avec la crise de 2009, la reprise de 2010. Donc on a vu des politiques contre-cycliques mises en place par des pays, donc des politiques de relance mises en place à différents moments sur différents secteurs, des vraies politiques industrielles et surtout des politiques de repli sur soi, notamment sur les imports dans l'agroalimentaire, on le voit, mais aussi sur certains financements, sur certaines subventions qui sont mises, le solaire en Chine, les voitures en Inde. On a vu des plans de relance qui ont particulièrement chamboulé les perspectives, si vous voulez, du commerce mondial. Donc on sent que la donne politique est bien plus importante, alors que la gouvernance internationale du commerce mondial, les Doha Rounds, etc., ont été complètement oubliées. Je pense que c'est important de faire attention à son tissu d'exportateurs. C'est-à-dire qu'en France, on est passé en dessous de 100 000 entreprises exportatrices l'année dernière. Donc on est en un appareil exportateur, si vous voulez, qui se réduit comme peau de chagrin. Donc l'idée, c'est qu'il faut vraiment aussi faire attention aux ETI, comme aux grandes entreprises qui exportent, leur donner les moyens d'exporter. C'est un monde, si vous voulez, où en fait très peu d'entreprises sont aidées à exporter. C'est vraiment l'entreprise elle-même qui est
rendue à elle-même, qui a souvent pas forcément d'expertise, d'équipe trilingue, quadrilingue qui va aller conquérir le marché, mais qui tente, si vous voulez, le marché export parce qu'elle a reçu une commande, parce qu'elle a approché certains prospects dans le pays. Donc c'est vrai que il est important pour la France d'avoir une vraie politique industrielle, de faire des choix. On voit que ce soit l'aéronautique, l'auto, etc., on voit des pertes de parts de marché à horizon 2-3 ans parce que on a des nouvelles sources, des nouvelles chaînes de valeur qui se créent ailleurs, sur l'aéronautique en Chine, sur l'auto, on voit la concurrence américaine avec la vraie renaissance de l'industrie auto-américaine, on voit au sein même de l'Europe la concurrence que l'on a avec l'Allemagne. Donc c'est vrai qu'il est important pour l'État d'avoir une politique de soutien à l'export. Maintenant, la politique doit être assez ciblée pour permettre justement d'avoir un effet d'entraînement sur les plus petites entreprises. Quand on compare à nos amis allemands, quand on compare aux Américains, aux Chinois, on voit qu'on est vraiment à quelques années en termes d'efficience et d'efficacité du dispositif de soutien à l'export. Et encore une fois, c'est beaucoup aussi d'alignement des forces, notamment le secteur bancaire, l'assureur crédit. C'est vraiment ensemble qu'on aide les entreprises à exporter.